L'un des gros problèmes que je rencontre ici dans mon activité de VTC, ce sont les pneus des Toyota Starlet. J'avais déjà fait une première vidéo pour en parler, mais j'estime que c'est suffisamment important et assez grave pour revenir dessus. Il faut savoir qu'on a comme ceci plus d'une vingtaine de pneus qu'on a dû changer sur des véhicules neufs en à peine un mois de service. Quand on sait qu'un pneu nous coûte plus de 100 € à l'état neuf et un pneu d'origine, on est donc sur une dépense de plus de 2000 € qui n'était absolument pas prévue. Quand on sait que, quand je ramène ces pneus chez Toyota, ils disent qu'ils ne peuvent pas les changer. Donc on est clairement dans un produit qu'on t'a vendu qui présente par la suite une défaillance parce que plus de 20 pneus sur une dizaine de véhicules, ça ne peut pas être les chauffeurs, ça ne peut pas être l'état des routes. Et surtout que quand on circule dans la ville maintenant, on se rend compte que beaucoup d'autres personnes qui ont des Toyota Starlet ont aussi des problèmes avec des pneus parce qu'ils roulent avec des galets. Donc, il y a un sérieux problème avec les pneus de la Toyota Starlet et il faut que ce soit dit très clairement et qu'ils prennent leurs responsabilités. D'ailleurs, à cause de ces pneus-là, j'hésite vraiment à refaire affaire avec eux. Et on parle ici d'un contrat qui est assez colossal. Mais aujourd'hui, je veux parler avec vous de l'une des excuses que notre communauté utilise beaucoup pour justifier son échec, la couleur noire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais beaucoup de personnes, notamment de la diaspora, quand ils ratent ou échouent quelque chose, ils ont tendance à penser qu'ils ont échoué parce qu'ils étaient noirs. Vous avez remarqué ça? Vous allez à un entretien d'embauche, on ne vous retient pas et vous vous dites « Ah, ils ont dû prendre un blanc parce que je suis noir. » Vous allez faire un concours, on ne vous retient pas et vous vous dites « Ah, c'est certainement parce que je suis noir que je n'ai pas été retenu. » Vous allez même draguer une fille, elle vous repousse, vous vous dites « Non, c'est parce que je suis noir qu'elle me repousse. » La couleur de peau noire est devenue une excuse pour justifier énormément d'échecs dans notre communauté. Et dans cette vidéo, en vous donnant le cas d'un Libanais, je vais vous expliquer pourquoi il faut sortir de ce complexe-là qui nous emprisonne et nous bloque nous-mêmes. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat, de business, d'argent parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Si toi aussi tu veux donc devenir un acteur de changement, améliorer tes finances, tu es au très bon endroit. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir chacune de nos vidéos comme celle-ci et surtout à les partager massivement autour de toi pour que la communauté ne cesse de grandir. Aujourd'hui, je veux parler avec toi d'un problème profond dans notre communauté, la mentalité de la victimisation autour de la couleur de peau. Malheureusement, beaucoup d'entre nous justifient les échecs qu'ils rencontrent dans la vie à cause de leur couleur de peau. C'est quelque chose qui est profondément ancré chez beaucoup de gens. Quand il arrive quelque chose de négatif, on considère que c'est parce que je suis noir. Peut-être que c'est un raisonnement que vous connaissez ou même que vous avez déjà vous-même utilisé. En général, les plus anciens utilisent beaucoup ces raisonnements-là, ceux qui ont vécu longtemps en Occident. Ils vont te dire, ça fait 20 ans que je suis dans ce pays et on m'a refusé ci, on m'a refusé ça à cause de ma couleur de peau. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a absolument aucun racisme en Occident ou que vous ne pouvez pas vous faire refuser quelque chose à cause de votre couleur de peau. Mais je suis en train de dire que quand on a cette mentalité-là, ça nous freine avant même qu'on entreprenne quelque chose. Parce que la conséquence de cette mentalité, c'est que vous n'osez même plus beaucoup de choses parce que vous vous dites de toutes les façons, je suis noir et ça ne sert à rien que je postule à tel truc parce que ce n'est pas pour les noirs. Si moi, noir, je vais postuler pour tel truc, on va forcément me le refuser parce que je suis noir. Et c'est un raisonnement que j'ai moi-même entretenu en début de carrière. Chaque fois que mon supérieur me refusait quelque chose ou chaque fois que mon supérieur me blâmait par rapport à quelque chose, je considérais toujours qu'il me disait ça à moi parce que j'étais noir et que quelque part, il était raciste. Vous vous rappelez de l'épisode que j'avais peut-être déjà raconté ici, que j'ai eu en école d'ingénieur, épisode dans lequel je venais fraîchement d'arriver du Cameroun, j'arrive en école d'ingénieur et dès le premier semestre, on a un travail d'équipe où on doit rendre une étude, on devait fabriquer quelque chose, je ne me rappelle plus très bien, c'était un robot, mais je ne savais plus ce qu'il devait faire. Et on était 6 dans le groupe, j'étais le seul noir. Et il se trouve que dans le groupe, on a fait une répartition du boulot. Et comme moi, je venais d'un background africain et que je pense aujourd'hui avec le recul,
que je n'avais pas su vraiment dire ce que je voulais faire comme apport dans le groupe, on m'a cantonné aux tâches administratives au début. Alors, tu vas faire ci, tu vas faire ça, les photocopies, des trucs comme ça. Au début, ça ne me dérangeait pas. Mais avec l'évolution du projet, je me suis rendu compte que je n'avais pas accès à d'autres responsabilités dans le projet. Et ça a commencé à m'embêter. À tel point que quand j'ai commencé à revendiquer, les autres m'ont dit, mais non, au début, on avait reparti et personne n'est prêt à te céder sa part du travail. Et un jour, ça a pété complètement. Vraiment, j'ai craqué de chez craqué. On était en plein labo, en train de travailler. Tous les groupes étaient autour d'une table en train de travailler. Et là, je me suis écrié, il y en a marre. Bande de racistes. Pourquoi est-ce que vous refusez de me donner du travail? Vous repartissez toujours les choses les plus intéressantes et vous me donnez les choses qui étaient moins intéressantes. Oh là 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 là. Je ne savais pas que le mot racisme, c'était une bombe nucléaire. Tout le monde dans mon groupe a rougi tout de suite, très mal à l'aise, mais non, ce n'est pas vrai. Le prof était dans le labo, il est tout de suite venu pour essayer d'éteindre l'incendie, mais il ne s'est pas immiscé dans la gestion du groupe. Il a demandé au groupe de retravailler ensemble. Au terme de cette séance-là, il n'y a pas eu grand changement. Comme Dieu sait souvent faire les choses, le jour de la présentation du travail, on prend les noms de tous les membres du groupe et on les met dans un bocal. Et il y a un tirage au sort qui désigne la personne qui va présenter le travail. Et donc ce jour-là, c'est mon nom qui a été tiré au sort. Vous imaginez? Le gars qui a fait le moins de travail, le gars qui a eu le moins de responsabilités, donc qui connaît et maîtrise le moins le projet, c'est sur lui qu'il va reposer la décision de représenter la totalité de l'équipe pour un travail qui vaut plus de 70% de la note finale. Tous mes autres camarades, parce que du coup le tirage est fait et après vous passez les uns après les autres, quoi. Tous mes autres camarades sont venus vers moi parce que ça on ne peut pas le changer. Le principe il est de dire que quand vous êtes dans un groupe, tout le monde est supposé avoir travaillé et tout le monde est supposé être capable de représenter le groupe. Tous mes camarades sont venus me voir, oui, non, franchement, est-ce que tu vas t'en sortir? Pense à dire ci, pense à dire ça. Mais ils trouvaient péniblement les mots parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas été très fair avec moi par rapport à la répartition du travail dans le groupe. Alors peut-être qu'ils avaient des ressentis, peut-être que. Mais ce que j'ai quand même constaté, c'est que j'avais tout de suite attribué le traitement à mon égard comme si c'était du racisme. Alors qu'en réalité, ça aurait pu être pour beaucoup d'autres raisons. Ça aurait pu être parce que je viens d'un système éducatif différent du leur. Je viens à peine d'arriver en France. Pour mon premier semestre, je n'ai pas encore les codes, je n'ai pas encore les repères. Eux, ils sont dans le système bien avant moi. Ils ont plus de connaissances que moi dans le domaine de la robotique et de l'industrie. Donc, peut-être que c'était peut-être aussi un moyen pour eux de minimiser les risques en donnant du travail basique à celui qui avait le moins d'arguments au début du projet. Ça aurait pu s'expliquer comme ça. Mais moi, j'ai considéré que non, on me fait ça parce que je suis noir et il ne m'aime pas. Et cette mentalité-là que l'on a, on est nombreux à l'avoir. J'ai dû la combattre pour arrêter de voir de la discrimination liée à ma couleur de peau dans tout ce que je faisais. Et j'ai eu ici, il y a de cela quelques semaines, une visite qui m'a conforté dans la réussite des Libanais en Afrique. Dans le cadre de cette activité, comme je fais des vidéos ici, vous savez, il y a beaucoup de prestataires qui me contactent pour essayer de travailler avec moi. Et il y a un jeune homme qui suit les vidéos et qui va certainement se reconnaître maintenant, qui m'a contacté, qui a contacté l'entreprise pour dire qu'il voulait me rencontrer, pour me proposer son offre d'assurance. Il est venu ici et je l'ai rencontré. J'ai été moi-même un peu surpris, ce qui est bizarre d'ailleurs, de me dire, ah mais c'est quand même drôle qu'un Libanais suive ma chaîne au point de vouloir venir bosser avec moi. Mais pourquoi ça me surprend? En réalité, ça ne devrait pas me surprendre. Il me raconte son parcours, c'est quelqu'un qui est de la diaspora et qui me suit depuis la diaspora, depuis la France, et qui est revenu donc pour pouvoir travailler et développer les activités ici. Parce qu'il a grandi ici. Donc là, il est revenu au pays, il a fait un retour au pays. Et il me dit comment il veut travailler avec moi et comment est-ce qu'il peut me faire des offres compétitives. Et il m'a simplement dit de toutes les façons, il veut juste que pour toutes mes prochaines voitures, que je le consulte pour qu'il puisse me faire une offre. Et en fonction de l'offre qu'il va me faire, on décidera s'il est compétitif et s'il gagne ou pas. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Les premières voitures que j'ai eues par la suite, je lui ai envoyé les dossiers. Il a été le deuxième dans la course, il n'a pas gagné. La deuxième vague de voitures que je lui ai envoyées, il a gagné. La troisième vague de voitures que je lui ai envoyées, il a gagné.
Et il m'a fait une très bonne offre, il m'a expliqué comment est-ce que on peut optimiser les assurances. Ce n'est pas juste une prestation qu'il te donne d'assurance. Derrière, il t'explique le métier, comment est-ce qu'il faut se comporter quand un de tes gars fait un accident, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, comment faire pour bénéficier des assurances, les erreurs à ne pas faire. Il t'explique vraiment le métier. Il est ce qu'on appelle dans le domaine un agent général. C'est-à-dire qu'il travaille avec des assurances et il a des tarifs préférentiels pour pouvoir revendre les assurances et avoir lui-même sa propre commission. Et il parvient à me faire des tarifs plus intéressants que les maisons elles-mêmes d'assurance. Et quand j'y ai donc réfléchi, je me suis dit, mais c'est intéressant quand même. Voilà un jeune qui s'en fout de sa couleur de peau, qui s'en fout de la mienne, qui s'en fout des préjudices quelconques, qui considère que le discours que je dis ici l'intéresse, il a envie de bosser avec moi, faire du business avec moi. Il vient me voir et il me parle de business. Aussi simple que ça. Et là, je me suis dit, voilà la bonne mentalité. Et c'est aussi pour ça que des étrangers réussissent en Afrique. Parce que quand ils viennent vers l'Afrique, ils enlèvent leurs préjugés. Ils enlèvent le fait de se dire, mais moi je suis un Chinois. Moi, vous vous rappelez? Moi je suis un Chinois, moi je suis un Libanais, moi je suis un... Non, 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 ils s'en foutent de ça. Par contre, nous les Africains, vous savez ce qu'on va se dire? Oh, mais moi je suis un Camerounais, est-ce que je vais être accepté en Côte d'Ivoire? Oh, mais moi je suis un Sénégalais, est-ce que je vais être accepté en Côte d'Ivoire? Et beaucoup de personnes me demandent souvent ça. Mais Philippe, pourquoi est-ce que toi tu allais investir en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es bien accueilli là-bas? Est-ce que tu es sûr que ça va pas mal se passer? Pourquoi tu ne rentres pas dans ton pays? Parce qu'on a cette mentalité de rejet. On est tout le temps en train d'avoir le sentiment que les gens vont nous rejeter à cause de qui on est. Alors que dans les faits, très peu de fois ça arrive. Très, très peu de fois ça arrive. Et tout au long de ma vie d'entrepreneur, les gens qui ont réussi, c'était toujours des gens qui sont allés à des endroits où on ne les attendait pas et qui, quand ils sont arrivés là-bas, n'ont pas fait preuve d'un quelconque préjugé. Un préjugé notamment négatif. Parce que ce que j'ai dit là, sur la couleur de peau noire, d'autres ont ce préjugé parce qu'elles sont des femmes. Elles vont se dire, oui, mais non, c'est parce que je suis une femme qu'on ne m'a pas prise. C'est parce que je suis une femme qu'on n'a pas fait ceci. C'est parce que j'ai des cheveux courts. C'est parce que je n'ai pas mes cheveux lissés. C'est parce que. On trouve toujours des éléments propres à notre identité pour justifier qu'on ne nous a pas pris. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que si quelqu'un ne vous prend pas réellement à cause de votre identité, alors c'est une bonne chose. Parce que vous n'avez pas intérêt à aller travailler avec quelqu'un qui ne vous accepte pas tel que vous êtes. Je le répète. Si quelqu'un vous refuse, vous rejette à cause d'un élément lié à votre identité, alors ça veut dire que cette personne vous fait du bien. Vous n'avez pas à travailler avec quelqu'un qui va vous demander de vous dénaturer, à quelqu'un qui va vous demander de vous renier, à quelqu'un qui va vous demander de rejeter ce qui fait votre force, votre personnalité. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut voir et admirer chez les Libanais, partout dans le monde. C'est une très forte diaspora. La diaspora libanaise à l'extérieur du pays est supérieure à toute la population libanaise restée au Liban. Alors la guerre y a contribué, elle a fait que les gens aillent ailleurs. Mais les Libanais sont souvent des gens très instruits, très intelligents. Et quand ils arrivent quelque part, ils sont commerçants et aiment faire du business. Et ça se voit. Et ça se voit. Ils ne viennent pas avec des préjugés, ils ne viennent pas en se disant parce que je suis blanc, parce que je suis noir. Pas du tout. Je terminerai avec une anecdote que j'ai vécue il y a de cela quelques années en Allemagne. J'étais allé rencontrer un de mes fournisseurs. Pour ceux qui le savent, je suis à la base ingénieur industriel et j'ai travaillé dans le domaine des centrales. Et je suis allé rencontrer un fournisseur qui faisait de la maintenance dans les centrales. Quand je suis allé rencontrer ce fournisseur-là, on a longuement discuté. Et après qu'on ait longuement discuté, il m'a proposé de pouvoir l'aider à venir s'implanter en Afrique. Il voulait que je sois le représentant Afrique de sa structure. Il me disait qu'il veut faire du business en Afrique parce qu'il voit bien qu'il y a beaucoup de centrales en Afrique, mais il voit aussi que ces centrales ne sont pas bien entretenues. Donc lui, il veut faire un business pour pouvoir entretenir les centrales en Afrique, comme il le fait déjà en Occident. Ça m'a paru intéressant. Et on a même pris un rendez-vous pour aller rencontrer un ministre, pour pouvoir échanger avec un ministre sur le sujet. Parce que c'est des business où il y a des gros sous. Mais ce qui m'avait interpellé, c'était son raisonnement à lui. Il me disait, pour qu'on aille faire ces business en Afrique, il faut qu'on ait un Africain comme toi devant. On ne peut pas se mettre nous devant. Parce qu'on va en Afrique et c'est toujours mieux quand ce sont des Africains qui sont devant. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais toi, tu ne connais pas l'Afrique. C'est l'inverse, mon gars. Il faut que ce soit toi qui sois devant. Parce que si c'est toi qui es devant, toi, le blanc, les portes vont s'ouvrir. Si c'est moi, l'Africain, qui vient, les portes vont être très difficiles et très fermées, malheureusement. Donc, vous voyez que les préjugés liés à notre identité sont tenaces et ils peuvent nous faire perdre énormément d'opportunités. Vraiment énormément d'opportunités.
Dites-moi ce que vous en pensez et racontez-nous dans les commentaires comment ces préjugés vous ont peut-être vous-même affecté. Et surtout, comment vous avez fait pour en guérir, comment vous avez fait pour vous débarrasser de ça. Et si vous en souffrez, partagez-nous des expériences dans les commentaires dans lesquelles ce trait, cette manière de raisonner s'est manifestée dans votre vie et comment elle aurait, par exemple, pu vous bloquer ou vous limiter à un quelconque niveau que ce soit. Rendez-vous dans les commentaires et très bientôt.